La communauté de développement des États de l'Afrique australe, la SADC, sera dirigée au cours des 12 prochains mois par le président angolais João Manuel Lourenço. Félix-Antoine Tshisekedi, qui était jusque-là président en exercice, a passé le bâton des commandements au chef de l'État angolais ce jeudi à Luanda. Les détails à suivre dès le début de cette édition du journal. Et puis la République démocratique du Congo poursuit son processus d'intégration au sein des organes de la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC en sigle. Dans ce cadre, Vital Kamerhe, vice-premier ministre congolais en charge de l'économie, s'est entretenu avec une délégation de l'autorité des concurrences de cette communauté en mission à Kinshasa. Enfin, à l'ARSP, Miguel Katem Kachal, directeur général de cette structure, a échangé avec un autre directeur général, celui de l'agence de pilotage, coordination, suivi des conventions entre la RDC et ses partenaires, Freddy Yodi Tchembo. Objectif, faire participer l'expertise congolaise à la chaîne des valeurs. Voilà tout pour les sommaires de cette édition du journal. Bienvenue à toutes et à tous. Après une année à la tête de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC en sigle, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a passé le bâton des commandements à son homologue angolais João Manuel Lourenço ce jeudi à Luanda en Angola. Cette cérémonie de passation de pouvoir a eu lieu durant le 43e sommet ordinaire des chefs d'État et des gouvernements de cette organisation sous-régionale. Faisant les bilans de son mandat à la tête de la SADC, le chef de l'État congolais a salué la solidarité des États membres qui ont pris la décision courageuse de déployer une mission en République démocratique du Congo pour soutenir les efforts de lutte et de neutralisation des activités du groupe terroriste M23. Il a en parallèle indiqué que la résurgence du M23, soutenue par le Rwanda, a engendré de graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire à l'est de la République démocratique du Congo. Malgré les défis sécuritaires en RDC et dans la région, le président Tshisekedi a appelé la SADC a accéléré les processus de ratification du protocole visant à faciliter la circulation de personnes. Sur les autres aspects des réalisations sous son mandat à la tête de la SADC, le président Tshisekedi a évoqué l'amélioration des connectivités dans la région grâce à un taux de pénétration de la téléphonie mobile de 85%, le lancement du certificat d'origine électronique de la SADC pour accroître la fluidité du commerce intra-régional et soutenir l'industrialisation régionale. Il est également revenu sur la facilitation du transport des minerais de la République démocratique du Congo et de la Zambie vers l'extérieur grâce au corridor logistique angolais de Lobito. En cédant les photos de la présidence de la SADC, Félix-Antoine Tshisekedi dit rester convaincu que le programme de développement régional de cette organisation atteindra de nouveaux sommets. Les travaux de la table ronde sur l'état des sièges décrétés dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu se sont clôturés le mercredi 16 août 2023 au Palais du Peuple, ici à Kinshasa. Et c'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a procédé à la clôture officielle de ces assises au nom du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi. Dans son discours de clôture, le chef du gouvernement congolais est revenu sur l'essentiel de ce qu'ont constitué ces assises où les participants venus des différentes institutions ont analysé les options relatives à la levée, au maintien ou encore à la requalification de l'état de siège. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde s'exprime dans ses propos. La tenue de cette table ronde est la concrétisation d'une promesse de son Excellence Monsieur le Président de la République aux honorables députés et sénateurs de faire une évaluation objective de cet état de siège, en tenant compte de manière responsable des défis qui sont le nôtres sur le plan politique, sécuritaire, diplomatique et autres. Les travaux de cette table ronde ont été utilement balisés par le travail déjà fait lors du comité préparatoire que j'avais convoqué à Kinshasa du 19 juin 2022, du 19 au 22 juin 2022, lequel a entre autres élaboré les termes de référence de ces assises. En ce qui concerne le cadre des dites assises, il s'est agi essentiellement d'approfondir chacune des trois options dominantes
sont apparus dans les différentes recommandations issues d'évaluations effectuées par le gouvernement dans les deux provinces concernées par l'état de sécurité. Ces trois options dominantes ont été rappelées lors de la cérémonie d'ouverture dans mon mot introductif. Et ces trois hypothèses de travail ont été confiées aux trois commissions distinctes de nos assises et ont été passées à la loupe dans le rapport de ces trois commissions. Et dans le reste de l'actualité, le vice-premier ministre congolais en charge de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a échangé le mercredi 16 août avec une délégation de l'autorité de concurrence de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Il était question pour la dite délégation de faire part de sa mission à Kinshasa qui rentre dans le cadre du processus d'intégration de la République démocratique du Congo au sein des organes de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Les détails dans ce commentaire. C'est une séance de restitution auprès du vice-premier ministre de l'économie nationale. Après 3 jours d'intenses travaux, la Commission nationale des concurrences de la République démocratique du Congo et la délégation de l'autorité des concurrences de l'EAC ont fait le compte rendu de l'atelier sur la mise en œuvre de la politique conjointe de la concurrence entre la communauté de l'Afrique de l'Est et la République démocratique du Congo, tenue à Kinshasa. Les participants ont eu des informations nécessaires sur la communauté de l'Afrique de l'Est et sa structure de régulation, les contrôles et la législation sur la concurrence au niveau de l'EAC et de la RDC. Il était donc question, durant ces 3 jours de travaux, d'harmoniser les outils et structures. Et donc, en fait, nous avons eu des discussions avec 3 équipes. Le premier jour, c'était avec la CONAC. Le deuxième jour, c'était avec des représentants de l'État, des ministères, des agences. Et puis le troisième jour, c'était avec 2-3 parties prenantes, les sociétés privées, les organisations de la société civile. Et donc, nous sommes ici juste pour assurer qu'on pourrait faire des affaires d'un climat favorable dans le marché commun. Le ministre de l'économie de la RDC a martelé sur le fait que l'Afrique est en retard sur plusieurs plans car certains de ces pays sont en guerre. Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est un homme du développement. Mais il a toujours rappelé qu'il n'y a pas de développement sans paix. Et pour lui, la priorité pour le moment, c'est la paix à l'Est. Et ça nous peine d'avoir la guerre en République démocratique du Congo, aussi le Soudan, au Somalie, au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Ce n'est pas l'Afrique que nous voulons l'Afrique en paix, mais qui voit les intérêts des Africains, de ces populations, pour œuvrer résolument pour le développement. Tous les continents ont déjà pris le rendez-vous avec l'histoire, l'Afrique est en retard. À l'issue de cet atelier, quelques conclusions prises seront appliquées pour le bien de toute la communauté. Et puis, à l'issue de la clôture de la table ronde sur l'état des sièges, le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, et porte-parole du gouvernement et le porte-parole de l'armée, Sylvain Ekenge, ont co-animé dans la soirée de mercredi 16 août une conférence de presse axée sur les acquis de l'état des sièges décrété en Ituri et au Nord Kivu. Pour ce faire, quelques avancées ont été notées, entre autres la reprise des activités agricoles, et ce, avant la recrudescence de la situation de l'insécurité causée par les attaques du M23. Cette conférence de presse faisait suite à la clôture de la table ronde sur l'évaluation de l'état de siège, sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Devant les professionnels de médias, le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge, a présenté quelques avancées réalisées pendant cette période de l'état de siège, avant la recrudescence de la situation sécuritaire par les agressions du M23 avec l'aide de l'armée rwandaise. L'armée a fait son travail et il y a des axes routiers qui ont été ouverts, il y a des routes qui ont été réhabilitées, il y a les activités agricoles qui ont repris un peu partout, et surtout dans les territoires de Beni. Mayangos a retrouvé son statut de grenier de Beni aujourd'hui, et il y a eu réduction drastique des menaces un peu partout, mais malheureusement, l'agression rwandaise est venue remettre en cause tout ce travail réalisé.
Pour sa part, le ministre des Communications et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a rejoint le point de vue du général, soulignant au passage les aspects positifs relevés par le gouvernement durant cette période. Mais je dois rappeler qu'au niveau du gouvernement, on a noté l'amélioration des revenus, des recettes de ces différentes provinces durant cette période et peut-être moins de conflits politiques. Annoncé par le président de la République depuis le 1er mai 2021 et entré en vigueur 5 jours plus tard, l'état de siège ne faisait plus l'unanimité tant de la part de la population congolaise que de la part des élus nationaux. D'où, sur instruction du président Tshisekedi, il avait été demandé l'organisation de cette table ronde pour évaluer l'état de siège. Dans les secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le ministre Tony Mwaba a annoncé la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023 pour ce vendredi 18 août 2023 et ce après la publication ce jeudi 17 août 2023 des lauréats des 6 provinces éducationnelles. C'était lors d'une séance de délibération du jury au cabinet du ministère de l'EPST. On l'écoute. Nous confirmons que la publication des résultats de l'examen d'État édition 2023 aura bel et bien lieu demain vendredi le 18 août. J'ai cru entendre qu'on était en retard, mais je précise ici qu'il y a une pratique depuis un moment où les examens d'État, les résultats sont publiés un mois après la passation de l'épreuve. Mais aujourd'hui, comme ça sera annoncé ou publié demain, même si on n'a pas été comme d'habitude dans les mois, mais nous ne sommes pas en retard. Parce que les retards voudraient dire publier les résultats des examens d'État après la rentrée scolaire et après la rentrée académique. Mais nous ne sommes pas en retard parce que nous allons commencer la publication avant la rentrée scolaire et avant la rentrée académique pour permettre à ceux qui auront réussi de prendre facilement les inscriptions à l'université et ceux qui auront échoué de reprendre les inscriptions. Donc voilà, dès demain, les publications démarrent. Aujourd'hui déjà, les lauréats seront connus. Nous avons 26 provinces administratives, 60 provinces éducationnelles, mais nous allons procéder par groupe de 6 provinces éducationnelles, par 6. Comme ce sont les télécoms qui nous accompagnent, pour ne pas saturer le réseau, nous commençons par 6 et le lundi encore 6. Après chaque 2 jours, nous allons publier au moins 6 provinces. Mais avant les publications, les lauréats seront toujours connus quelques heures avant. Les institutions du pays continuent à se liguer ensemble justement pour parvenir à la concrétisation de la volonté du chef de l'État, celle de créer des millionnaires congolais. C'est le cas de Freddy Yodi Tchembo, directeur général de l'agence de pilotage, coordination et suivi des conventions entre la RDC et ses partenaires APCSC en sigle, et du directeur général de l'ARSP Miguel Katem Kachal, de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, qui se disent déterminés ensemble à faire participer l'expertise congolaise à la chaîne des valeurs. Ils se sont résolus de se serrer véritablement le coude afin de faire participer les entrepreneurs congolais à la chaîne des valeurs du pays en passant par les institutions qu'ils animent selon les attributions respectives de chacune. Il s'agit du directeur général de l'agence de pilotage de coordination et de suivi des conventions de collaboration signées entre la RDC et ses partenaires avec dans ses attributions le programme sino-congolais qui a rencontré ces jours le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé afin de consolider leur passerelle de collaboration. A cette capacité de capter dans le flot des investissements qui viennent dans notre pays un pourcentage important pour promouvoir l'entrepreneuriat congolais. Alors nous, de notre côté, dans le volet seulement déjà du programme sino-congolais, nous avons beaucoup d'opportunités de sous-traitance. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs années, les Congolais n'ont pas participé à cette chaîne de valeur. Ce sont des contrats qui ont été exécutés alors à 100% par les entreprises chinoises. Et ici, dans nos échanges avec monsieur le directeur général, on est déterminé à changer la donne. Il faut absolument que des Congolais participent à la construction de leur
pays. Pour sa part, le directeur général de la RSP, Miguel Katem Kachal, pense qu'il serait important d'envisager l'accompagnement des entrepreneurs congolais sur certaines activités principales, comme les génies civils. Nous parlons de la sous-traitance, mais l'objectif est que les entrepreneurs congolais, ils sont des sous-traitants aujourd'hui, mais ils ne doivent pas rester des sous-traitants. Notre objectif, c'est qu'à la longue, qu'eux aussi puissent être des sociétés principales. Par exemple, dans le projet sino-congolais, la construction des écoles, ça, on ne peut pas sous-traiter les entrepreneurs congolais. Ce sont des projets qu'ils peuvent eux-mêmes faire aussi directement. À l'heure actuelle, les institutions du pays continuent à se mobiliser autour des désirata du président de la République qui vise la création de la classe moyenne véritablement congolaise. Deux textes relevant du secteur des finances, dont la modification de la loi relative au crédit bail, ont été adoptés lors de la 108e réunion du Conseil des ministres du gouvernement central. À ce sujet, que faut-il savoir du crédit bail et en quoi est-il important? On écoute un fiscaliste au micro de Philo Chiluba. Le crédit bail, c'est un emprunt suivi d'une acquisition d'immobilisation, ce qu'on appelle crédit bail. Il est important pour le fonctionnement des entreprises qui sont en difficulté. L'opérateur économique accorde un bien aux entreprises et ces biens sous forme de dettes. C'est ça, les entreprises qui sont en difficulté, l'entreprise accorde des biens. Et les biens auxquels l'entreprise utilise n'est pas payable dans les médias. On les paye. Or, l'entreprise a plusieurs charges. La fiscalité intervient dans les entreprises à 4 étapes. Pendant la création, pendant le fonctionnement, pendant la transformation et pendant la dissolution. Mais quand l'entreprise fonctionne, il y a des impôts majeurs. Il y a l'impôt sur les bénéfices et profits et la TVA. Mais du fait que l'entreprise perd ses impôts, l'IBP et la TVA, si l'entreprise est en difficulté, il va octroyer ce qu'on appelle le crédit bail. On va lui donner une maison qu'il utilise en location, il va payer après. Mais le crédit bail, à mon avis, met les entreprises en difficulté. C'est parce que les entreprises sont confrontées à plusieurs impôts. En même temps, pendant le fonctionnement, pendant la création, on va payer la taxe administrative. Pendant le fonctionnement, on va payer des impôts majeurs. L'impôt sur les bénéfices et profits et la TVA. Pendant la transformation, l'entreprise peut se transformer. L'entreprise va payer l'impôt mobilier. Et pendant la dissolution, l'entreprise tombe en faillite. Mais en RDC, on paye un petit ré qu'on appelle boni de liquidation. Le fait de payer tout ça, ça va mettre les entreprises en difficulté s'ils sont frappés avec les crédits bail. Comme conseil, il faut que le gouvernement renforce le contrôle fiscal. Changeons complètement des chapitres dans ce journal. Une partie de la parcelle abritant la maison communale de Kalamou ici à Kinshasa est fait actuellement l'objet d'un conflit. Une dame se fait passer pour la propriétaire au grand étonnement des autorités de la commune et de la ville. Le gouverneur Jean-Tini Ngobila, qui s'y était rendu avec ses services le mercredi dernier, a constaté l'érection d'un mur délimitant la partie réclamée par la dite dame pour faire baisser justement la tension. Il a fait démolir tous les murs. Les détails avec Betty Tamfou. Aussitôt informé, Jean-Tini Ngobila Mbaka s'est rendu sur place, question de s'imprégner de la situation et remettre de l'ordre. Après avoir écouté les explications du bourgmestre de Kalamou, à qui il a demandé d'apprêter tous les documents brandis par le parquet au profit de cette dame, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa a déploré ses comportements de désacraliser le service de l'État par deux individus opérant de mèche avec des services judiciaires de la police. Hier, il y a une dame qui est venue ici avec la police pour faire déguerpir les services de l'État ici dans la commune de Kalam. C'est une situation, c'est un comportement que nous condamnons avec la dernière énergie. Nous ne pouvons pas, nous, en tant que gouverneur de la ville, accepter qu'il y ait désacralisation de l'État à ce niveau. Jean-Tini Ngobila promet de traduire en justice les autorités judiciaires et la dame, héritière du fait Ewawa, complice de ces modus operandi. Les autorités judiciaires qui sont complices de cette façon de faire, nous allons les traduire devant la justice. Nous allons également traduire la soi-disant dame qui est venue ici accompagnée des policiers pour faire déguerpir
l'État dans la commune de Kalam. Et puis, le gouverneur a ordonné sur le champ qu'on puisse démolir les murs érigés la veille par cette dame. Le reporter d'Ecofin Télévision ont tenté en vain de contacter la dame héritière Ewawa. Il s'est de signaler qu'au sein de la maison communale de Kalamou, les conseils communaux a déjà vendu une bonne partie de cette concession et que l'église Saint Précieux, qui a payé sa garantie locative de 20 années, l'a déjà consommée. Un incendie qui s'est déclaré dans la soirée de mercredi au camp militaire Lufungula dans la commune de Lingwala, justement a fait état de plusieurs dégâts matériels. La source de l'incendie demeure jusque-là inconnue. Nos reporters Philo Chiloba et Sele Chamala étaient ce jeudi sur les lieux. Regardez. Le paysage est tout autre après le passage de l'incendie qui a tout consumé dans la nuit de mercredi. Les maisons d'habitation touchées par ce grand brasier ont été toutes réduites en cendres. Rien n'a été récupéré malgré d'énormes efforts des résidents sur place et des sapeurs-pompiers intervenus quelques heures plus tard après que l'incendie ait été signalé. Dans la grande désolation, les sinistrés lancent ici un cri d'alarme aux autorités compétentes. L'incendie qui s'est déclaré hier a tout brûlé sur son passage. Nous avons tout perdu. Personne n'ignore l'état dans lequel les maisons sont construites dans les camps militaires. Le modèle de construction a joué également pour beaucoup dans la célérité avec laquelle le feu s'est propagé. Nous avons tout perdu. Pourtant, nous scolarisons des enfants. Encore faut-il souligner la rentrée scolaire qui s'approche. Le feu a touché les toitures en bois et a poursuivi sa course. Nous n'avions pas eu d'autre choix que de nous protéger vu l'ampleur avec laquelle il s'est déclaré. L'aide urgente à tous les sinistrés de ce camp s'impose pour ces commissaires de la police. Nous sommes un peu blessés, voir les familles dans de pareilles situations. Jusque-là, on n'a pas vraiment des causes ou des sources. On est en train de chercher, de faire un peu des enquêtes pour en savoir plus. Mais nous avons, par l'estimation, on aura la précision après l'identification, le maximum de 500 familles victimes. Nous sommes dans l'extrême urgence, c'est de rechercher le site pour faire loger les policiers ici et de tenir compte des services, les faire aussi habiller. En attendant de voir d'autres cas. Signalant qu'aucune perte en vies humaines n'a été signalée. Les habitants de la commune de Barumbu ont alerté ce jeudi 17 août 2023 les autorités urbaines sur l'état de délabrement très avancé de l'avenue Kabinda au niveau de son croisement avec l'avenue Wangata, une situation à la base des embouteillages, voire des accidents. Divine Mwenze. Lancés il y a quelques semaines, les travaux de réhabilitation de cette artère ont été interrompus pour des raisons inconnues. Pourtant, de par son importance, cette avenue relie facilement la commune de Limete et celle de Barumbu et bien d'autres encore. Les nids de poules qui s'y sont formés sur ce tronçon le rend impraticable. C'est au grand mépris et mécontentement des passagers et même des riverains. Les travaux de réhabilitation de cette route ont été lancés à notre grande surprise, sans prendre en compte l'état de délabrement très avancé dans lequel se trouvaient les voies de canalisation d'eau. C'est pour cette raison que vous constatez la stagnation d'eau usée sur ces tronçons. C'est justement à la suite de l'état dégradant de ces caniveaux, abandonnés au même titre que les travaux de réhabilitation des tronçons qui ont été lancés. Plusieurs semaines se sont déjà écoulées depuis. Nzela babanda nguta même pas l'isoler à francophonie na matoi na biloko mingi ya francophonie ba préparer ke sili nzela ozo silara sikoyo ba mabulu etimolaka makasi awa. L'état de cette route continue à se dégrader du jour au lendemain. Je dirais que la situation s'est relativement stabilisée depuis le remblayage de l'espace par des hommes de bonne foi. Sinon, l'on ne serait même pas en mesure d'en prêter cette voie. La réhabilitation de cette route de toute urgence permettrait de limiter et de prévenir notamment des éventuels dégâts, surtout à l'approche de la saison de pluie.
La revue des presse, c'est tout de suite et maintenant avec Fulgence Milaï. Lecture de journaux Paris à Kinshasa, jeudi 17 août 2023. Commençons avec l'agence congolaise de presse ACP, qui dans sa 12e page écrit « Finances publiques » où l'inflation hebdomadaire située à 0,15% en RDC. L'inflation hebdomadaire s'est située à 0,15% pendant la période allant du 4 au 11 août 2023, contre 0,16% une semaine plus tôt, a-t-on lu dans la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo. Au cours de la semaine sous étude, l'inflation s'est située à 0,15% contre 0,16% une semaine auparavant. En cumul, les taux d'inflation est respectivement ressorti à 16,8%, tandis qu'en glissement annuel, il est de 23,0%. En cumul annuel, il a atteint 16,839%, au niveau supérieur à la cible, a précisé la note de conjoncture. Durant cette semaine, la déclaration de l'accroissement des indices des prix a été notée pour les fonctions de consommation suivantes: produits alimentaires et boissons non alcoolisés, articles d'habillement et chaussures, meubles, articles de ménage et entretien courant de la maison, loisirs et culture, restaurants et hôtels, et biens et services divers. Il s'est de relever que ce ralentissement des prix est principalement attribuable à la baisse de la demande de certains biens et services en cette période post-jeu de la francophonie. En effet, l'organisation des Jeux de la francophonie dans la ville de Kinshasa avait suscité une forte demande, notamment dans les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et des loisirs. Par ailleurs, la contribution du post-consommation aux produits alimentaires et boissons non alcoolisés à l'inflation a été la plus importante, soit 69,3% contre 68,08% une semaine plus tôt. Dans une moindre mesure, les fonctions logement, eau et électricité, gaz et autres combustibles, transport, biens et services divers et restaurants et hôtels ont enregistré des contributions respectives de 9,1%, 7,0%, 5,8% et 4,1% l'indice global. Cette revue se termine avec les couples à venir qui dans sa 9e page écrit « Les contrôles des prix de biens sur les marchés inquiètent les commerçants. Les tenanciers des boutiques, magasins, quincailleries, supermarchés éprouvent des soucis au regard des exigences qui peuvent afficher les autorités pendant les contrôles. » Répondant aux différentes questions de la presse, les commerçants expliquent le maintien de la majoration des prix des biens et services par des achats de marchandises effectués pendant la variation et la hausse des taux d'échange. Il va sans dire que les comités de conjoncture économique du gouvernement, réunis mercredi passé, a promis des sanctions à ceux qui ne se soumettront pas à ces contrôles. Une question qui fait couler beaucoup d'encre et des salives dans les fiefs des vendeurs et des acheteurs, connaissant les comportements moins dignes des exécutants sur le terrain. À la fin de cette revue de presse, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous. Nous sommes arrivés complètement à la fin de cette édition du journal. Si vous nous avez pris diffusion en cours, voici tout de suite le rappel des titres. La communauté de développement des États de l'Afrique australe, SADC en sigle, sera dirigée au cours des 12 prochains mois par le président angolais Joao Manuel Lourenço. Félix Antoine Tshisekedi, qui était jusque-là président en exercice de cette organisation sous-régionale, a passé le bâton des commandements au chef de l'État angolais ce jeudi. Et puis la République démocratique du Congo poursuit son processus d'intégration au sein des organes de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Dans ce cadre, Vital Kamerhe, vice-premier ministre congolais en charge de l'économie, s'est entretenu avec une importante délégation de l'autorité des concurrences de cette communauté en mission dans la capitale congolaise. Enfin, à l'ARSP, Miguel Katem Kachal, directeur général de cette structure étatique, a échangé avec un autre directeur général, celui de l'agence de pilotage, coordination et suivi des conventions entre la RDC et ses partenaires, Freddy Yodi Chembo. Objectif, faire participer l'expertise congolaise à la chaîne des valeurs. Fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Retrouvez-nous également sur nos différentes plateformes sur le web. C'est notamment sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, mais aussi sur Instagram. D'ici là, restez en continuation
de nos programmes. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.